Il est 13 h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. Le chef de l'État Alassane Ouattara a pris part hier samedi au 58e sommet ordinaire de la CEDEAO. La rencontre s'est déroulée par visioconférence. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté, s'est félicité de la tenue de ces assises. Le point de Jérôme Kofi Abola en ouverture de journal. Ce dimanche 24 janvier 2021, la Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs pays, célèbre la deuxième journée mondiale de la culture africaine et afro-ascendante. Cette journée a été instituée par l'UNESCO lors de sa 40e session en 2019. Dans la déclaration que vous suivrez dans cette édition, la ministre de la Culture, Raymond Goudou Kofi, exhorte les populations à valoriser la culture africaine. Le Super Ebony 2020 a connu depuis hier 23 janvier 2021 Marcel Aka-Akissi, journaliste au quotidien L'Inter, la lauréate 2020 de la 22e édition du prix Ebony. Le Super Prix Ebony, Marcel Aka-Akissi a remporté les prix de la presse support papier et de la meilleure interview. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. En vue de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises ivoiriennes PME au financement et au marché public, les autorités ivoiriennes, représentées par le ministère de la promotion des PME, ont choisi de mettre en place un certain nombre de mécanismes afin d'y arriver. Au nombre de ces mécanismes, le Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises, le FGPME, qui a pour but de garantir auprès des banques les crédits sollicités par les PME ivoiriennes et d'apporter les cautions nécessaires à ces PME pour les marchés publics. De façon plus détaillée, comment s'opère cette aide à l'accompagnement des petites et moyennes entreprises ivoiriennes qui, pour la plupart, évoluent de façon à être donc orientées. En quoi consiste concrètement l'action de ce mécanisme? Nous parlerons d'actions engagées, de bilan et de perspectives pour 2021 avec le président du Fonds de garantie des crédits aux PME que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau. Marcel Zinsou, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller technique, ancien banquier, ancien directeur exécutif adjoint à la CGCI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire et expert du secteur privé. Merci d'être avec nous. Je vous remercie. Nous vous retrouvons dans un instant, mais avant, ensemble, suivons avec Jérôme Kofi Abola, regardons ensemble l'agenda du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a pris part, nous le disions, à l'entame de cette édition dans les titres, hier samedi au 58e sommet ordinaire de la BCEAO. La rencontre s'est déroulée par visioconférence. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté, s'est félicité de la tenue de ces assises. En saluant la participation de ses pairs à cette rencontre, il a rappelé l'urgence d'agir pour adresser la question de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Pour cause de la pandémie à coronavirus, le 58e sommet ordinaire de la CEDEAO s'est tenu ce samedi par visioconférence. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à cette rencontre. Le chef de l'État ivoirien et ses pairs sous la direction du président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, ont planché sur plusieurs sujets. Ils ont saisi l'occasion de cette rencontre pour faire le point de la situation politique, sécuritaire et économique de la sous-région. Ils ont aussi examiné les rapports sur la situation socio-politique au Mali, le programme de la monnaie unique de la CEDEAO et le plan régional de lutte contre la pandémie de la Covid-19. Dans son adresse, le président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, après avoir noté que l'année 2020 a été difficile en raison de la pandémie à coronavirus, a invité les chefs d'État et de gouvernement de la communauté à mettre un accent particulier sur la problématique de la vaccination qui devient une nécessité urgente pour notre région. En sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a salué la tenue de ces assises et rappelé l'urgence d'agir face à la crise sanitaire liée à la Covid-19. Il a félicité ses homologues ivoiriens Alassane Ouattara et burkinabé Roch Marc Christian Kaboré pour leur réélection à la magistrature suprême de leurs pays respectifs. Un reportage de Jérôme Kofi Abola, autre pan de l'actualité, le lancement officiel du contrat sécurisé de bail à usage d'habitation par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, le jeudi dernier à l'immeuble Siam au Plateau. Les précisions de Cheikh Koné. D'un fil de sécurité en surimpression continue avec des mini-lettres qui traversent verticalement l'extrême droite des 5 premières pages du document. C'est la nouvelle configuration du contrat de bail à usage d'habitation. Longtemps annoncé, cet important document est enfin disponible.
pour mettre fin aux multiples conflits entre locataires et propriétaires. Ce système va contribuer non seulement à la vulgarisation des textes régissant le loyer, mais aussi à la régulation d'une justice équitable entre les parties au contrat de bail. Ce contrat sécurisé de bail à usage d'habitation a un coût unique de 5 000 francs CFA l'unité et est vendu dans les librairies, les bureaux de poste, les mairies et autres. Pour l'association des consommateurs, c'est une grande avancée. Dans ce nouveau contrat de bail à usage d'habitation, plusieurs avantages sont prévus pour les deux parties, au nombre desquels la limitation du nombre de mois d'avance à 2 et le plafonnement de la caution de garantie à 2 mois de loyer. Sans oublier la possibilité de ne réviser le coût du loyer que 3 ans après la signature ou la dernière révision du contrat. Tous ces avantages sont la preuve, selon le ministre Bruno Nabagné-Koné, que le secteur de l'habitat est en pleine réforme pour le bonheur des usagers. Vous voulez louer un local, vous savez qui est le bailleur, vous l'avez rencontré, vous êtes d'accord sur le prix, mais vous venez avec 2 exemplaires du contrat de bail. Chacun supporte le coût de l'exemplaire qui est le sien. Vous le signez, et en le signant, vous prenez l'engagement de respecter la loi. Ce nouveau contrat de bail émane de nouvelles dispositions légales contenues dans le Code de la construction et de l'habitat, entré en vigueur le 26 juin 2019. Tout autre chose à présent, le Super Ebony 2020 est connu depuis hier, 23 janvier. Marcel Akakissi, journaliste au quotidien L'Inter, est la lauréate 2020 de la 22e édition du prix Ebony. Super prix Ebony, Marcel Akakissi a remporté les prix de la presse support papier de la meilleure interview. Elle bénéficie d'un véhicule offert par le partenaire, une somme de 20 millions, entre autres récompenses. Chèque Koné de la rédaction de RTI 1 a glané le prix Ebony Télé, le prix Ebony Radio pour Aimé Ludovic de Radio Yopougon. En somme, une vingtaine de prix attribués et des prix d'honneur décernés à des personnalités marquantes de la presse. Le résumé avec nos reporters Franck Quadio et Godefroy Condor. Et Madame Akakissi Marcel de l'Inter. Monsieur le ministre. Akakissi Marcel du journal L'Inter, sacré Super Ebony 2020. Dans sa besace, les prix Ebony de la presse écrite et du meilleur interview. Quant au prix Ebony Télé, il revient à Chèque Koné de RTI 1. Le prix Ebony Radio est remporté par Ligua Aimé de Radio Yopougon. L'Ebony du meilleur présentateur télé revient à Ali Diarasouba de NCI. L'innovation cette année, c'est l'Ebony de la presse numérique dont s'accapare Téné Ben Ousmane de la Voix de Femme. Quant à Amy Sissoko de RTI 1, elle remporte le prix Joseph Diomandé du meilleur reportage. Ce prix est aussi une motivation à ne pas baisser les bras. Il faut maintenir le cap et aussi nous devons être des modèles pour la génération montante. C'est 2 prix qui m'honorent et je suis très fier. C'est ma première participation au concours Ebony. Je pense que la prochaine fois, je ferai mieux. Avoir ce prix-là, je pense que c'est la reconnaissance du travail qu'on fait jour et nuit. Je remercie toute la direction de la RTI, je remercie mon rédacteur en chef, je remercie également le service économie, la directrice de l'information pour son accompagnement, pour son encadrement. Je suis très reconnaissant à l'ensemble de la corporation, mais aussi et surtout à l'ensemble de tous les téléspectateurs et internautes qui suivent le travail qu'on fait tous les jours. Je voudrais avoir également une pensée très forte pour l'ensemble des journalistes de la rédaction, l'ensemble des journalistes avec qui j'ai travaillé déjà à l'époque quand j'étais à la RTI. Quel journaliste pour une Côte d'Ivoire rassemblée? Le thème central de cette 22e édition qui ramène le journaliste à prendre conscience de sa place dans la reconstitution du tissu social. Le message est réaffirmé par le président de l'UNJCI. Le journaliste peut être à la fois un pyromane et un pompier. Les journalistes ivoiriens ont décidé de prendre clairement l'option du pompier. Aussi, voudraient-ils apporter leur pierre à l'édification d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Une volonté de mieux faire, et cela est apprécié par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, invité spécial. Pour sa part, Sidi Temoko Touré, ministre de la Communication et des Médias représentant le Premier ministre Abed Bakayoko, a invité les journalistes à désarmer leurs plumes et à s'engager résolument à la consolidation de la cohésion sociale. Vous avez nos encouragements. La nation sait pouvoir compter sur vous pour maintenir la stabilité sociale dans les mois et les années à venir. Vous comprenez donc l'importance de votre mission. C'est pourquoi
dans un environnement aux rares moyens. Le gouvernement ne lésine sur rien pour vous accompagner. Chers amis journalistes, je tiens à vous féliciter pour avoir choisi de questionner votre responsabilité dans la construction de la nation, la consolidation de la cohésion sociale et le renforcement de la paix. Des distinctions particulières récompensant des figures de proue de la presse et des prix sectoriels ont été également remis aux nominés pour leur production. Un prix spécial a été décerné au Premier ministre Ahmed Bakayoko pour ses actions en faveur d'une presse libre en Côte d'Ivoire. Le Super Ebony 2020, Marcel Aka qui s'y succède à Serge Akolia du RTI 1. Elle reçoit un véhicule et 20 millions de francs CFA en plus de divers lots offerts par les partenaires. Et si la presse ivoirienne célébrait hier ses plus belles plumes aujourd'hui, dimanche 24 janvier 2021, la Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs pays, célèbre la deuxième journée mondiale de la culture africaine et afro-ascendante. Cette journée a été instituée par l'UNESCO lors de sa 40e session en 2019. La déclaration qui va suivre, la ministre de la Culture, Amadou Goudou Kofi, exhorte les populations à valoriser la culture africaine. Issa Tchonanyeo. Instituée par l'UNESCO en 2019, lors de sa 40e session, la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante est célébrée ce dimanche 24 janvier 2021 à travers le monde entier. À l'occasion, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, dans une déclaration, se félicite de la valorisation de la culture africaine. En adoptant cette date, l'UNESCO et les États membres s'engagent à valoriser et à promouvoir les différentes cultures vivantes du continent africain et des diasporas africaines, en les présentant comme levier efficace du développement durable, du dialogue et des cultures de la paix. Pour la deuxième année de commémoration, le gouvernement ivoirien, qui attache du prix à la valorisation de la culture africaine, décide de saisir cette opportunité pour sensibiliser les gouvernements africains sur l'impact que notre culture doit avoir dans la gestion au quotidien de nos États. La culture est un vecteur économique pourvoyeur d'emplois, de création de richesses et de lutte contre la pauvreté. La culture a également un volet social très important qui renforce la cohésion et la cohabitation pacifique. Relevons également le rôle très important que joue la culture dans la transmission des valeurs éthiques et morales de notre société. Exemple, les alliances interethniques. Enfin, un devoir de mémoire s'impose à chacun de nous pour retracer le parcours de nos ancêtres déportés afin que nul n'ignore leur vécu et leur existence. La célébration de cette journée en Côte d'Ivoire aura lieu ce dimanche à Treichville, la commune Nzassa, de par sa diversité culturelle. Ensemble, apprécions ce geste posé par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Du matériel de production a été remis à 16 groupements professionnels et associations exerçant dans le domaine de l'agriculture, la fabrication de laitier et la production de jus de fruits. À travers ce geste, le ministre Pascal Abidan-Kouakou veut promouvoir l'accès à un emploi productif, décent et durable pour les personnes en âge de travailler, y compris pour les personnes handicapées. Le reportage de Sephora Zeki. La patience de ces 16 associations et groupements professionnels aura finalement payé. Ces femmes et hommes exerçant dans l'agriculture et l'agro-industrie viennent de recevoir un appui matériel. Ce don du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale fait partie du projet Impact Emploi. D'une valeur de 35 millions de francs CFA, il vient aider à réduire la pénibilité du travail et relancer l'activité de ces organisations qui a pris un coup du fait de la COVID-19. Ça va nous permettre vraiment de mieux travailler. Ça va nous aussi permettre de lutter contre la contre-saison qui est là. Et vraiment, je pense bien que c'est bienvenu. Pour la machine qu'on vient de recevoir, je suis tellement contente que les mots même me manquent. Avant, on travaillait nuit et jour péniblement, on ne se reposait pas. Et Dieu merci, grâce au gouvernement actuel, on va travailler moins.
La problématique de l'emploi est au centre de toutes les politiques et stratégies du gouvernement, selon Pascal Kwaku Abinan, le ministre en charge de l'emploi. Il promet un accompagnement efficient à ces 16 groupements professionnels. C'est une cérémonie importante qui nous permet de promouvoir l'auto-emploi. Parce que ceux-là, ils vont s'installer, ceux ou celles, ils vont s'installer et développer leurs activités. Ils vont être formés et ensuite, on va les encadrer et les suivre tout au long de leur évolution. Des motopompes, des broyeuses de manioc, des fours industriels, des essoreuses et extracteurs hydrauliques constituent l'essentiel des dons. À terme, le projet Impact Emploi sera conduit sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire et va générer plus de 2000 emplois. Et loin des champs du social, on parle de transport. À présent, réorganiser le secteur du transport. C'est la mission assignée à l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, institution créée en 2020 par le gouvernement via le ministère du Transport. L'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan a tenu sa première réunion stratégique. Objectif, dévoiler son plan d'action. Astou Touré. Pour améliorer la mobilité urbaine à Abidjan et ses périphéries, le gouvernement a créé en 2020 l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, AMUGA. L'état des lieux de la mobilité n'est pas reluisant. Il faut dire que l'État et le gouvernement ont fait de gros efforts ces dernières années. Vous avez vu, c'est pratiquement près de 3 000 milliards qui ont été investis dans les routes. Mais on a encore des embouteillages récurrents, on a encore beaucoup de problèmes de circulation. Le transport reste encore cher. Et donc, toutes ces questions-là font qu'aujourd'hui, l'autorité de la mobilité du Grand Abidjan vient à point nommé pour essayer de solutionner, prendre en charge efficacement chaque pan, n'est-ce pas, de la mobilité. L'AMUGA couvre 19 communes, dont 13 dans le district autonome d'Abidjan et 6 à la périphérie, dont Alépé, Azaguié, Dabou, Grand-Bassam, Bonois et Jacquesville. Il n'y a pas de gare de stationnement assez adéquate. Il faut construire des gares de stationnement pour on va régler durablement ces grands problèmes au niveau des carrefours. Donc créer des parkings dans les communes pour que les gens puissent garer là-bas. Le projet de métro, c'est un transport de masse. Le projet de BRT qu'on est en train de faire entre Yopougon et Benjaville, c'est un transport de masse, c'est un bus en site propre. Il va avoir chaque minute, aux heures de pointe, pratiquement un bus par minute. Pour impacter positivement le paysage de la mobilité urbaine à Abidjan, dans une démarche de développement durable, l'AMUGA peut compter sur le gouvernement. Aujourd'hui, la population d'Abidjan est environ 6 millions d'habitants. Et quand vous regardez, il y a eu beaucoup d'efforts en termes d'aménagement des infrastructures. La population croissante, les besoins de déplacement sont énormes. Malheureusement, nous avons d'énormes difficultés de mobilité. Et cela joue considérablement sur la productivité. Le gouvernement aussi compte mettre tout l'appui nécessaire pour accompagner matériellement, financièrement et je dirais de façon réglementaire en termes de régulation cette nouvelle structure dans laquelle nous plaçons beaucoup d'espoir. Pour la réussite de cette mission, les membres du conseil stratégique de l'AMUGA se disent prêts. Et parlons justement de plan d'action. Depuis plusieurs mois, le monde s'organise pour faire face à la Covid-19. Malgré les efforts engagés, chaque jour, de nouveaux cas de contamination sont enregistrés. Il ne faut cependant pas baisser la garde et continuer de faire preuve de vigilance. Et justement, en rapport avec l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier samedi 23 janvier 2021 297 nouveaux cas de Covid-19 sur 2976 échantillons prélevés, soit 10% de cas positifs, 239 guéris et 2 décès à la date donc, du 23 janvier 2021. La Côte d'Ivoire donc, compte 26 612 cas confirmés, dont 24 595 personnes guéries, 145 décès et 1872 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 314 632. Un cri de cœur a été entendu du côté de la commune d'Adjamé, un cri de cœur poussé justement par la mairie, par l'hôpital de cette commune. Le maire de la commune d'Adjamé, Farikou Soumaoro, vient de remettre à l'hôpital général de sa commune une ambulance médicalisée d'une valeur de 60 millions de francs CFA. L'hôpital général d'Adjamé en avait bien besoin. Celle-ci reçoit un nombre considérable de malades et de personnes victimes d'accidents. Ouf de soulagement donc pour cet hôpital. Le reportage de Walter Hamadou Ouattara. Hôpital général d'Adjamé. Des blessés de la circulation routière viennent d'arriver.
Après les premières consultations, l'état de santé de ces victimes nécessite une évacuation vers un autre centre pour des scanners. Mais l'unique ambulance est déjà partie pour un transfert de malades. Ceux-ci vont devoir patienter. Face à la surexploitation de la seule ambulance, la directrice de l'hôpital général d'Adjamé lance un cri de cœur. L'hôpital général d'Adjamé est l'hôpital de référence du district sanitaire Adjamé-Plateau à Tékoubé. Les centres périphériques évacuent leurs cas graves. Au cours de l'année 2020, nous avons reçu 606 accidentés de la voie publique. Donc nous avons besoin d'une seconde ambulance parce que souvent, nous ne réussissons pas à les évacuer. L'appel a un écho favorable. Le maire, Farid Koussoumaro, remet une ambulance médicalisée d'une valeur de plus de 60 millions de francs CFA à l'hôpital général d'Adjamé. Actuellement, la pandémie qui circule partout dans notre pays et Adjamé qui reçoit 2 millions de personnes, il était important pour nous vraiment de mettre l'accent sur le volet santé. Le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique traduit la gratitude du docteur Eugène Aka Awele. Et cet hôpital est dans un projet de réhabilitation dans le cadre de la couverture maladie universelle. Et après cette réhabilitation, il faut naturellement que le transport hospitalier puisse être développé. Cette nouvelle ambulance vient porter à 2 le nombre de véhicules du parc automobile de secours d'urgence de l'hôpital général d'Adjamé. Walter Amadou Ouattara, direction Tiasalé, où 500 veuves dans la localité ont vécu un instant de bonheur. Ces femmes de divers âges ont obtenu le soutien d'un cadre de la ville. Des vivres et non-vivres leur ont été offerts dans le but de les aider à faire face à leurs besoins alimentaires. À présent, à cette remise de kits alimentaires, le préfet de Tiasalé, Eugène Atoubé. Salle de conférence de la préfecture de Tiasalé. 500 veuves de la commune reçoivent des kits alimentaires sans distinction d'âge et de classe sociale. Kit composé d'un sac de riz de 50 kg, de pâtes alimentaires et d'huile de table. L'initiative est d'Alpha Sanogo, cadre du département. L'objectif, selon le donateur, est d'apporter à ces veuves un appui dans leur rôle de chef de famille monoparentale, ainsi qu'un peu de joie et de gaieté en ce début d'année. Un acte de générosité qui réjouit les bénéficiaires. En nous offrant des kits alimentaires, à travers nous, les veuves, ce sont des milliers d'enfants orphelins à qui vous offrez la nourriture. Infiniment merci. Nous-mêmes, nous sommes fils de veuves. Pour nous, c'est une manière de participer à la vie communautaire. Cette année 2021 qui s'annonce une année d'espoir pour notre pays, nous pensons ainsi aider nos vulnérables mères à mieux démarrer l'année. Ces veuves venues des 16 quartiers de la ville ont été sélectionnées par les différents présidents de conseil de quartier sous la supervision du centre social de Tiasalé. Le donateur Alpha Sanogo n'est pas à sa première action humanitaire. En novembre dernier, 3500 élèves des communes de Tiasalé et d'Ndoussi ont été vaccinés contre le tétanos. Il invite les veuves à continuer de scolariser leurs enfants afin de leur assurer un avenir meilleur et toujours œuvrer pour l'éducation à la culture de la cohésion sociale. Ce fait de société à présent, un enfant égaré, retrouvé, puis remis à ses parents. Adama Dembélé avait quitté la maison le 3 janvier 2020 avec sa tante. Par inattention, il s'est égaré, retrouvé. Le petit Adama a été remis à ses parents par la direction de l'adoption de la protection des droits de l'enfant, Mahama Traoré. Orphelinat de Bingerville, que d'émotions pour ces retrouvailles entre le petit Adama et ses parents. Il est content d'être à nouveau dans les bras des siens, 1 an et demi après avoir été porté disparu. Une situation difficile et douloureuse qu'a vécu sa famille. On l'a amené à l'hôpital le 3 janvier. J'étais pour le soigner, il avait mal aux oreilles. Je l'ai mis sur un banc à mon retour. Adama est sorti. C'est depuis ce jour, je n'ai plus vu mon neveu. Après plusieurs mois de recherche, la famille Dembélé a retrouvé l'enfant après un appel lancé lors d'un passage télévisé à l'émission C'est Midi de la RTI. J'ai cherché mon neveu, je n'ai pas vu mon neveu. Et ma camarade maintenant qui me conseille, on n'a qu'à aller ce midi. Puisque je suis en conflit avec ma mère, aller expliquer là-bas peut-être, par la chance, si Adama vit toujours, on va nous aider. Après l'émission, on nous a appelé pour dire qu'on n'a qu'à passer à l'orphelinat de Pougon. On est parti,
On nous a dit viens ici, on est venu trouver que vraiment c'est lui. Mais je suis contente même. Je ne peux pas parler, l'émotion même, ça me fatigue. Pour le directeur de l'adoption et de la protection des droits de l'enfant, ce retour en famille du petit Adama implique de nombreuses démarches. Pour qu'une réunification soit possible comme celle d'aujourd'hui, il faut que les indices nous fassent arriver à une famille. Lorsque nous arrivons à une famille, nous exigeons de savoir s'il y a des traces de vie antérieure de l'enfant dans cette famille. Il s'agira pour nous de trouver des photos, il s'agira pour nous de trouver des témoignages, il s'agira pour nous d'avoir aussi d'autres indices que sont les pièces d'identité, l'extrait de naissance de l'enfant délivré par des services municipaux ou des services habilités qui nous sont délivrés par les parents, sur lesquels nous découvrons que l'enfant est bel et bien fils de père et de mère indiqués sur l'extrait de naissance. Aussi, il y a la possibilité pour nous de retrouver l'enfant dans une vie de famille qui est immédiate lorsqu'il arrive lui-même à reconnaître ses parents et que le contact est fait avec un attachement antérieur qui facilite ce contact du jour. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a apporté sa contribution en dons en espèces et en vivres. Quittons la ville d'Abidjan pour la ville de Tingrela dans la région de la Bagoué où la chefferie traditionnelle de cette ville a désormais un outil pour le renforcement de la cohésion sociale, de la paix, la prévention des conflits communautaires. Le palais Seregoumani sera le lieu de rencontre des chefs traditionnels afin d'aplanir tous les différends pour une paix et la cohésion entre les filles et fils de Tingrela. L'édifice a été inauguré par les autorités et cadres de la localité et remis aux têtes couronnées. Le reportage est signé Soro Corona. Palais Seregoumani de Tingrela. C'est ici que la chefferie traditionnelle de Tingrela va désormais se retrouver pour renforcer la cohésion, la paix et prévenir les conflits communautaires. Cet outil ancestral de cohésion et d'unité en pays sénoufo avait été mis aux oubliettes. Désormais, le palais Seregoumani va jouer le rôle qui lui est assigné. Il y avait auparavant des palais, mais ces palais ont été détruits malheureusement par les différents lotissements qu'a connu le village. Et depuis lors, la chefferie était sans palais véritable. Les chefs des cantons et de villages ont appelé les filles et fils du département à plus d'entente, de solidarité et d'unité pour le développement de Tingrela. Il a dit d'éviter les palabres au niveau de Tingrela, au cas de s'unir pour bâtir une belle maison. Message bien perçu par les cadres. Cet exemple de la chefferie traditionnelle de Tingrela fasse tache d'huile dans le département et que tous les cadres de chacun de nos villages puissent autour de nos chefs dédier des maisons similaires. En remettant les clés de l'édifice, le parrain a salué la paix et la cohésion retrouvées à Tingrela. Siama Bamba a donc exhorté les populations à travailler pour le développement de la localité. Cette union, elle existe déjà, il suffira juste de la renforcer. Et bon encouragement et dire que nous serons toujours à leur côté tant que la solidarité existera et tant qu'ils auront besoin de nous pour renforcer cette solidarité. Des bâches et un engin à 2 roues ont été remis pour l'équipement de l'infrastructure. Le palais Seregoumani est composé de 2 bureaux, d'un préau et d'une salle de réunion. En sport, en football, le championnat d'Afrique des Nations de Chan se poursuit au Cameroun. Hier samedi, les équipes de la poule D ont mis fin à la 2e journée de poule. La Tanzanie a assuré l'essentiel face à la Namibie. 1-0, une victoire qui relance les Taifa Stars. Les résumés de Patrick Dadier. La 3e et dernière journée dans la poule D sera décisive. Samedi, en seconde rencontre, la Tanzanie a pris ses 3 premiers points de la compétition devant la Namibie par 1-0. Les étoiles de Kilimanjaro en bleu, secouées par une équipe euphorique, mais limitée des braves Warriors, subissent la partie sans fléchir. Les Tanzaniens s'organisent et trouvent le chemin des filets à la 65e minute grâce à Farid Moussa. Avec ce succès d'1-0, les étoiles de Kilimanjaro peuvent rêver d'un exploit devant la Guinée et prétendre à une qualification historique pour la première fois de leur histoire en quart de finale du CHAN. Et justement, dans l'actualité internationale au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso annonce sa candidature à la présidentielle, plusieurs fois sollicité pour être candidat à sa propre succession lors de la présidentielle programmée le 21 mars prochain. Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a mis à profit une cérémonie de lancement de travaux de construction d'une route à Kibangu dans le Niari pour annoncer sa candidature.
Voici venu l'instant magazine de cette édition et nous retrouvons Monsieur Financement des PME, Monsieur Marcelin Zinsou, président du Fonds de garantie des crédits aux PME. En quoi consiste, Monsieur Marcelin Zinsou, le Fonds de garantie des financements aux PME? Le Fonds de garantie des crédits aux PME est un instrument qui a été mis en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire et qui date de 1968 et il a été réactivé en janvier 2020 à la demande du ministre de la promotion des PME, M. Félix Sanoblé, et du secteur privé ivoirien. Le Fonds de garantie a pour mission essentielle de faciliter l'accès des PME au crédit en leur accordant les garanties nécessaires lorsqu'une banque est prête à leur octroyer un crédit. Alors à quoi reconnaît-on une PME? Une PME se reconnaît par deux éléments essentiels. D'abord, le chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires qui ne devrait pas dépasser 1 milliard de francs CFA. Et ensuite, le nombre d'employés. Vous ne devriez pas avoir plus de 200 employés. Aujourd'hui, au niveau du ministère de la promotion des PME, la loi nous donne obligation de décerner aux PME une attestation de PME. Alors, la structure dont vous avez la charge est-elle connue de ces PME? Il y a un effort à faire. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui et que nous avons entamé une campagne de vulgarisation depuis le mois de décembre, date à laquelle le Fonds de garantie des crédits aux PME a été pleinement opérationnel. Et nous avons bon espoir que d'ici la fin du premier trimestre 2021, chaque dirigeant de PME qui se réveillera saura qu'il a un instrument, un partenaire pour l'accompagner dans sa quête de financement. Alors dites-nous, quelle est la différence entre le fonds de garantie aux PME et le fonds de soutien des PME? Quelle est la différence? La différence, elle est essentielle dans le sens que le fonds de garantie des crédits aux PME n'octroie pas de subventions ni d'appui direct aux PME, mais plutôt des garanties. Nous nous portons garant pour les crédits qui seront consentis par des banques ou établissements financiers à des PME. Tandis que le fonds de soutien des PME, c'est un établissement de création très récente. Il a été créé en avril-mai 2020 à la faveur de la crise du coronavirus. Il permet d'octroyer des appuis directs et des subventions aux PME pour un montant allant jusqu'à 100 millions de francs CFA et avec un taux défiant toute concurrence de 2,5% sur une durée de remboursement de 36 mois avec un différé de 9 mois. Donc c'est essentiellement là que se trouve la différence. Le fonds de garantie est un fonds périn, donc qui existe depuis 1968 et qui vivra sa vie et qui continuera d'apporter des garanties aux PME sans limitation de montant, tandis que le fonds de soutien des PME est un fonds ponctuel qui apporte des appuis directs aux PME fragilisées par la crise du coronavirus. Alors l'une des missions, sinon la mission qui vous a été assignée par l'État de Côte d'Ivoire, c'est de faire du fonds de garantie aux PME le catalyseur de financement des PME en Côte d'Ivoire. Peut-on dire que vous êtes dans les faits ce catalyseur là, justement du financement des PME tant voulu par l'État de Côte d'Ivoire? Oui, nous pouvons le dire aujourd'hui après cette période d'opérationnalisation. Le fonds de garantie des crédits aux PME est au cœur des échanges avec les partenaires techniques et financiers qui le voient d'un très bon œil. Et mieux, pour vous le dire, il fait partie des recommandations de ces mêmes partenaires techniques et financiers pour booster l'activité du crédit en faveur des PME. Et il fait partie d'une recommandation forte aussi aujourd'hui de notre Banque centrale, après les derniers échanges que nous avons eus, pour accompagner toute cette dynamique autour des PME. Vous savez, très longtemps, les banques ont eu un gros appétit pour les grandes entreprises, puisqu'il y avait un dispositif de refinancement qui était de facto mis en place pour les grandes entreprises. Une banque qui finançait une grande entreprise, ce montant était disposé au refinancement des guichets de la BCAO. Tandis qu'une banque qui finançait une PME, cet argent n'était pas refinançable par la BCAO. Donc vous comprendrez que naturellement, les banques allaient vers les PME. Dès 2018, la BCAO a mis un dispositif de refinancement des PME en place, des crédits consentis aux PME. Mais ce refinancement doit s'accompagner aussi d'un dispositif de garantie.
Et la Côte d'Ivoire est le premier pays aujourd'hui dans la zone UEMOA qui a mis en place ce dispositif de garantie grâce au fonds de garantie des crédits aux PME. Alors donc un avis qui semble justement conforté par cet élément de Lanciné Bakayoko que je vous invite à suivre et qui renseigne sur justement l'action que vous engagez auprès des PME. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, les PME représentent au moins 96% des entreprises ivoiriennes recensées. Malheureusement, la quasi-totalité des études indique que ces entreprises accèdent difficilement au financement, notamment au crédit de moyenne et de longue durée. Au 31 décembre 2019, l'encours de crédit aux PME à l'échelle nationale était de 1 464 milliards de francs CFA, soit 19% du total des montants prêtés par les établissements bancaires, tous secteurs confondus. Une situation préjudiciable à la compétitivité des PME et même à leur contribution au produit intérieur brut. Les opportunités de création d'emplois s'en trouvent aussi fortement limitées. Du côté des établissements de crédit, les principales récriminations portent essentiellement sur les insuffisances dans la gestion et la gouvernance des PME, les taux de défaut élevés ou encore la faiblesse des mécanismes de partage des risques. La création du fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises par le gouvernement de Côte d'Ivoire marque donc la volonté de l'État de mettre en place des mécanismes permettant de faciliter l'accès au financement et au marché public des PME. Il s'agit pour ce fonds de garantir auprès des banques les crédits sollicités par les PME et d'apporter les cautions nécessaires pour les marchés publics. Quant aux établissements de crédit, ils devraient financer les PME, soit directement ou en relation avec les structures d'appui et d'encadrement de ces entreprises. En théorie, l'accompagnement du fonds de garantie des crédits aux PME se fait à hauteur de 80% au taux de 6,5%. Alors voilà qui semble clair et bien expliqué. Alors M. Marcelin Zinsou, quelle est la procédure justement que les PME doivent engager pour justement bénéficier des faveurs de ce fonds de garantie? La procédure, elle est très simple. Elle a été voulue allégée par le gouvernement. La PME doit d'abord être formellement constituée. Et une fois qu'elle est formellement constituée, c'est-à-dire avec un registre de commerce, une déclaration fiscale d'existence et une déclaration de CNPS, la PME doit être à jour de ses obligations, bien entendu, fiscales et sociales, puisque vous savez très bien qu'il s'agit d'argent public qui nous permet de garantir les crédits qui seront consentis par les banques. Donc cet argent public est pris au niveau de la collecte des impôts. D'accord. Donc vous devrez être en conformité avec vos obligations fiscales. Une fois qu'on a fini de dire cela, vous allez voir votre banquier, vous demandez votre prêt à votre banquier, et votre banquier vous demandera d'apporter les garanties nécessaires. Et là, vous allez ensuite contacter le fonds de garantie des crédits aux PME, si vous avez besoin qu'on vous accompagne pour vos garanties. Et ça se fait directement sur le site du Fonds de garantie des crédits aux PME, www.fgpme.ci, et vous remplissez tout le formulaire possible. Et nous vous répondons dans un délai de 72 heures maximum, en vous octroyant ou pas la garantie selon la nature et la qualité de votre dossier. Ça, c'est le premier mode de fonctionnement. Et ensuite, il existe un deuxième mode de fonctionnement pour les champions nationaux. Pour les PME que nous avons identifiés comme des champions nationaux et que nous devons accompagner, puisque ce sont ces champions nationaux au niveau des PME qui seront les prochaines entreprises de taille intermédiaire, les ETI, et qui deviendront bien plus tard les grandes entreprises de Côte d'Ivoire. Pour ces PME-là, elles viennent nous voir directement. Elles sont pas, il n'y en a pas plus de 300 ou 200. Donc nous les accueillons directement. Nous étudions avec elles leurs besoins et nous les accompagnons auprès des banques partenaires. Aujourd'hui, nous avons 3 banques publiques conventionnées qui sont la BNI, la Banque Populaire et la Versus Bank. Dès le 1er mars, nous ouvrirons le dispositif aux autres banques du secteur privé. Et vous pourrez donc aller dans votre banque sans avoir à changer de banque. Justement, alors de toutes ces PME que vous avez assistées, quel est le sentiment aujourd'hui qui les anime? Est-ce qu'elles sont satisfaites de cet accompagnement? Vous avez un retour? Nous avons un retour très positif des PME que nous venons d'accompagner, en ce sens que déjà, grâce au mécanisme du Fonds de garantie des crédits aux PME, pour elles ont trouvé une solution dans l'accès au financement.
Prenons le cas d'une PME à 100 millions qui demande un crédit à 100 millions de francs CFA. Avant le fonds de garantie des crédits aux PME, elle aurait dû faire l'effort d'apporter en moyenne 80 millions, très souvent 100 millions. 100 millions. En toute forme de garantie confondue. Mais si elle avait cela, elle ne viendrait pas demander 100 millions à la banque. Aujourd'hui, avec le fonds de garantie des crédits aux PME et nos banques conventionnées, ces banques n'ont plus l'obligation, elles ont l'obligation de ne pas demander plus de 50% du montant de financement aux PME. D'accord. Donc, on part sur une base de 50 millions de francs CFA en termes de garantie. Et le fonds de garantie des crédits aux PME va prendre jusqu'à 80% du montant de la garantie. Ça voudrait dire 40 millions de francs CFA que nous apportons en garantie. Est-ce qu'il y a une contrepartie ? Oui, il y a une contrepartie, mais je reviendrai sur la contrepartie. Elle est légèrement infime. C'est une contrepartie pour les inciter à bien gérer leur projet. Mais une fois qu'on a pris 40 millions, il ne reste plus qu'un effort de 10 millions à faire pour la PME. Ce qui veut dire que pour un prêt aujourd'hui de 100 millions de francs CFA sollicité par la PME, elle n'apporte seulement que 10 millions de francs CFA. Que 10 millions de francs CFA. Contrairement aux 100 millions qu'elle aurait dû apporter, et mieux, avec un taux de 6,5% hors taxe. Donc vous voyez que le fonds de garantie des crédits, au-delà de faciliter l'accès, permet aussi aujourd'hui de faire baisser le coût du crédit pour la PME. La contrepartie qui est demandée à la PME, bien entendu, c'est de faire cet effort de 20%, d'apporter sa garantie et de faire face à des frais d'émission de la garantie qui lui sont reversés bien plus tard, lorsqu'elle a bien remboursé le crédit qui lui a été consenti par la banque. Alors, votre action de soutien à ces PME se limite-t-elle seulement au financement de ces PME ou revêt-elle un autre aspect ? L'action revêt bien entendu un autre aspect, puisque toutes les PME qui sont accompagnées sont reversées systématiquement au sein de l'agence Côte d'Ivoire PME pour un suivi, pour un accompagnement permanent. Aujourd'hui, c'est ce qui manque dans la chaîne. Vous avez dans la chaîne une absence de suivi et d'accompagnement des PME, ce qui fait que trop souvent, nous avons des PME qui retombent dans des problématiques de gouvernance et de suivi même de l'argent des ressources qui leur ont été octroyées pour un projet bien précis. Et cela ne sera plus d'actualité puisque toutes les PME qui bénéficient d'une garantie du FGPME sont systématiquement reversées à l'agence Côte d'Ivoire PME dont c'est la mission d'accompagner les PME et de renforcer leurs capacités en matière de gouvernance et de suivi de projet. 2020, on le sait, a été une année assez difficile pour plusieurs entreprises, dont également les petites et moyennes entreprises. Pour 2021, quelles sont vos perspectives en termes d'accompagnement ? Mais pour 2021, les perspectives sont très bonnes. Elles sont très bonnes parce que, si vous avez suivi avec moi, l'État de Côte d'Ivoire, lors du dernier Conseil des ministres, a annoncé une enveloppe de 110 milliards de francs CFA pour les PME. Et cela me permet de faire une ouverture sur le fonds de soutien des PME, qui est un instrument qu'il convient de féliciter aussi, puisque le fonds de soutien des PME sur l'année 2020 a, au finish, accordé à 590 PME une enveloppe de plus de 25 milliards de francs CFA de soutien. Et c'est quelque chose de très important qu'on oublie très souvent de noter. L'État de Côte d'Ivoire a fait un effort exceptionnel pour accompagner les PME durant cette crise. Et l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'accompagner encore doublement les PME à travers le fonds de soutien des PME, le fonds de garantie des PME, pour renforcer effectivement la compétitivité de nos PME. Cette année, en 2021, l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'octroyer près de 110 milliards de francs CFA pour les différents fonds du secteur privé, dont, sauf erreur de ma part, plus de 50 milliards de francs CFA pour le fonds de soutien des PME et un certain montant pour le fonds de garantie des PME. Alors, où vous trouvez et comment vous contactez rapidement ? Mais pour nous contacter, c'est très simple. Nous sommes totalement digitalisés. Vous allez sur le site www.fgpme.ci et vous avez l'ensemble des informations. Vous soumettez votre demande et en 72 heures, nous vous répondons. Et justement, dernière question, j'aimerais juste avoir votre sentiment sur l'année fiscale 2021 pour les PME, rapidement.
Je profite de l'occasion. Hein. C'est une très belle question. Je pense que l'annexe fiscale 2021 est une annexe qui regorge beaucoup d'éléments positifs pour le secteur privé ivoirien. Mais vous savez, une annexe fiscale, il y aura toujours des plaintes. Il y aura toujours des plaintes parce que l'État décide de perdre d'un côté pour accompagner le secteur privé, mais bien entendu, il faut que l'État puisse retrouver des ressources de l'autre côté pour équilibrer cette perte. Donc pour moi, l'annexe fiscale 2021 est une bonne annexe fiscale et les plaintes, les récriminations qu'on entend de part et d'autre, notamment sur l'IMF, pourront trouver une solution dans un cadre de discussion qui est connu du secteur privé, qui est le comité de concertation État-secteur privé. Et j'invite donc les organisations professionnelles et les associations de PME à venir prendre part à la discussion au niveau du CCESP pour trouver une solution. Et nous en reparlerons certainement. Merci Monsieur Marcelin Zinsou d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président du Fonds de garantie des crédits aux PME. Merci d'avoir été avec nous. Avec vous, nous avons abordé justement l'action de soutien de votre institution aux PME. Mesdames et messieurs, c'est sur cette question et sur cette intervention que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.